Bonjour Fabrice Flippo. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en philosophie à Télécom École de Management et vous avez coordonné une étude sur l'impact environnemental des technologies numériques. Le premier bilan de cette étude, c'est que les technologies numériques vertes, souvent qualifiées de technologies propres, ne sont pas si vertes que cela. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors les chiffres que donnent les ingénieurs, c'est des chiffres qu'on a repris auprès d'études spécialisées, donnent un chiffre qui va vous paraître tout de suite significatif, qui est que les technologies de l'information aujourd'hui consomment en énergie à peu près 9 centrales nucléaires, c'est-à-dire 13% de la consommation électrique française, et que cette consommation-là n'existait pas il y a encore 15 ans. Donc elle vient se rajouter aux consommations existantes. Ça, c'est un premier problème. Un deuxième problème est la question des matériaux et des déchets, donc parce que tous ces produits finissent quelque part, il faut les fabriquer avec quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une flambée des prix des matières premières et les technologies de l'information n'y sont pas du tout étrangères. Je pense au lithium, par exemple, pour les batteries. C'est directement lié à l'expansion de tous les objets portables. Aujourd'hui, observe-t-on une véritable mobilisation en faveur de l'environnement sur le marché des technologies numériques ? Alors oui, il y a une mobilisation au sens où aujourd'hui, tout le monde veut faire du développement durable, de l'écologie. Après, quand on regarde du côté des entreprises, en gros, il y a 4 acteurs qui se mobilisent, c'est les entreprises, les associations, l'État et les collectivités territoriales. C'est un peu le modèle du Grenelle, quelque part, c'est un peu ça qui est derrière. Les entreprises se mobilisent principalement sur la question de l'énergie. C'est-à-dire qu'elles essayent de faire des matériels qui consomment moins d'énergie. Alors il y a aussi un intérêt pour la portabilité, puisque moins ça consomme d'énergie, plus ça a d'autonomie, donc ce n'est pas forcément lié à l'écologie, mais enfin il y a un souci quand même de ce côté-là. Il y a un souci aussi de traiter les déchets, donc les entreprises se sont regroupées souvent en éco-organismes pour faire face à la fin de vie, et donc vous avez vu sur les appareils que vous achetez, il y a une éco-contribution et ça sert en fait à traiter les matériels en fin de vie. Donc ça c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui est la mobilisation des associations. Je pense aux associations écolo, Greenpeace, France Nature Environnement, qui ont fait beaucoup pour faire pression sur la réglementation, sur les entreprises, pour les forcer à bouger, notamment sur la question des toxiques qui sont contenus dans les technologies de l'information. L'État, les constructeurs évoluent beaucoup sous la pression de la réglementation en réalité. Je pense à 2 directives en particulier, une directive européenne sur le traitement des déchets. C'est de là que viennent les éco-organismes, ce n'est pas un acte volontaire, c'est une pression de la réglementation. Et la directive sur les objets qui consomment de l'énergie, qui essaye de pousser les constructeurs c'est demandé aussi par les constructeurs, les constructeurs veulent aussi de la réglementation, donc tout le monde veut de la réglementation. Et donc cette réglementation pousse un peu dans ce sens-là. Il faut aussi souligner le rôle des collectivités territoriales parce que tous les déchets, enfin une grande partie des déchets, sont traités par les collectivités territoriales et comme si vous payez une taxe sur d'enlèvement des ordures ménagères, vous allez tous constater qu'elle a beaucoup augmenté, et tout simplement parce que les déchets augmentent et les filières de tri augmentent. Tout ça coûte cher, donc il faut bien que quelqu'un paye à la fin, quoi. Les collectivités, pour elles, c'est un très très gros travail. Donc par-delà, donc une mobilisation, comme on peut le voir, mais d'un autre côté, il y a aussi un souci de ne pas freiner le marché. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre en évidence sur les appareils qu'ils ont une durée de vie très limitée, qu'il y a une obsolescence commerciale qui est beaucoup plus courte que l'obsolescence technique. Un téléphone portable, pour les premiers Nokia, ils pouvaient durer 10 ans, mais ils étaient quand même jetés au bout de 3 ans. Et maintenant, un téléphone portable, c'est 1 an et demi. Parce qu'il y a un effet de mode, un renouvellement, l'innovation, donc tout ça accélère énormément la consommation. Quand on regarde les recommandations faites pour réduire la consommation, en réalité, les objets qui sont mis sur le marché vont souvent à l'inverse. Les smartphones consomment beaucoup plus que les téléphones qui les ont précédés, et ainsi de suite. Donc ça va plutôt vers une consommation croissante, en fin de compte, malgré la mobilisation dont j'ai parlé juste avant. On place beaucoup d'espérance dans la croissance verte. Selon vous, quels sont les grands enjeux internationaux pour sa réussite ? Alors, le grand enjeu de la croissance verte, c'est le sommet de l'année prochaine, à Rio, en 2012, qui se tient 20 ans après l'autre sommet de Rio, celui qui a consacré la notion de développement durable, en 1992, qui lui-même se tenait 20 ans
après le sommet de Stockholm en 1972, qui a pour la première fois parlé du problème de pollution, de limite à la croissance. Et, voilà. Donc l'enjeu de Rio version 2012, c'est la croissance verte. Parce que, si on reprend les choses dans l'ordre, à Stockholm, les pays industrialisés commençaient à s'inquiéter de la pollution et de l'épuisement des ressources. Et les pays en développement ont dit, mais pas du tout, nous, ce qu'on veut, c'est le développement, et le développement, c'est la croissance. Donc les pays en développement ont insisté pour mettre le développement à l'agenda des questions environnementales, ce que ne voulaient pas les pays développés à l'origine. Donc on est arrivé à ce compromis un peu flou qu'est le développement durable, et ce blocage à Johannesburg en 2002, où il est apparu qu'il était très difficile de se mettre d'accord sur quel était le contenu du développement durable, les uns et les autres ayant une conception très différente. Aujourd'hui, l'agenda c'est un peu disons, restreint à la croissance verte. Ce qui a changé depuis Johannesburg, c'est une prise de conscience écolo très large. On parle autant d'écologie en Inde, au Brésil, en Chine, qu'en France ou aux États-Unis. Donc, bon, voilà, il y a une mobilisation très forte sur les éoliennes en Inde, par exemple, les panneaux solaires en Chine. Voilà, c'est un peu de ça dont on parle quand on parle de la croissance verte, souvent, des technologies plus respectueuses de l'environnement, en principe. Ce qui a changé aussi, c'est la donne internationale, puisque en 92, c'était la chute du mur de Berlin, une seule superpuissance, et qu'aujourd'hui, on a la crise financière 2008 qui a fragilisé tout le monde développé, qui n'a pas du tout touché le monde en développement, et en particulier ce qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud et la Chine, qui sont sortis les grands gagnants de cette crise avec des réserves, une croissance qui n'a pas du tout bougé, 8%, 8 à 10% en Inde, 12 à 13% en Chine, et ça ne bouge pas du tout, c'est des modèles très solides. Donc une crise du néolibéralisme, du modèle qui a été prôné dans les années 80-90, avec une espèce de rééquilibrage des rapports de force. Et donc du coup, ces pays émergents demandent leur part du gâteau, leur part de la croissance, sachant que la croissance verte, ce n'est pas seulement un modèle gagnant-gagnant, c'est-à-dire que c'est pas on va tous rentrer dans le marché mondial et tout le monde va s'enrichir en innovant. Il y a aussi des vraies questions de partage, parce que le modèle qui était en place depuis le 19e siècle n'est pas vrai pour tous les secteurs. Je vous donne juste un exemple, celui des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, tous les pays du monde qui connaissent une croissance forte émettent fortement des gaz à effet de serre, c'est complètement lié. On peut imaginer que les énergies décarbonées, comme les renouvelables, vont permettre de développer une certaine activité économique avec moins de gaz à effet de serre, mais en même temps, il n'est pas certain du tout, vu l'ampleur de l'écart qui existe entre aujourd'hui le marché des fossiles et le marché des renouvelables, que ça génère une croissance en termes agrégés, en termes de croissance du PIB. Il y aura certainement des choix difficiles à faire, et dans certains cas, ces choix ne généreront pas toujours de la croissance, donc ça ne sera pas forcément gagnant-gagnant. Il y aura une vraie question du partage qui va être mise certainement à l'agenda à Rio en 2020. Ces questionnements autour de la croissance, finalement, c'est l'idée de modernité qui est mise en cause. Oui, alors la modernité depuis 2 siècles, donc les temps modernes habituellement, il y a différentes périodisations, mais grosso modo, si on met les 2 derniers siècles dedans, personne ne va s'y opposer. La modernité et la modernisation, quand on entend encore la modernisation des politiques publiques, c'est la recherche de croissance, d'efficacité économique. Typiquement, c'est l'application de la dématérialisation des procédures, pas tellement parce que ça consomme moins de ressources, ça c'est un peu l'avantage, l'argument un peu superficiel, mais parce que ça permet de faire des économies. Donc on essaye de faire des économies, produire toujours plus en faisant des économies de ressources. Ça c'est le grand paradigme de la modernité. Et aujourd'hui on s'aperçoit que ces économies sont peut-être superficielles, c'est-à-dire que oui, de point de vue comptable, monétairement on fait des économies, on peut consommer toujours plus, mais en même temps on s'endette sur le plan écologique, on s'endette en termes d'inégalité vis-à-vis de tel ou tel pays dont les ressources naturelles disparaissent et sans être pour autant rémunérées à la hauteur de leur vraie valeur. Donc toutes ces questions-là sont au cœur du sommet de Rio en 2012, parce que les pays émergents ont des revendications fortes là-dessus. Je vous donne un exemple, l'Équateur a demandé
à ce que le pétrole qu'elle a sous une réserve naturelle, ce pétrole, elle ne l'exploite pas pour le bien du climat, mais dans ce cas-là, elle est rémunérée. Elle est rémunérée pour ça par les pays pollueurs, qui sont ceux qui bouleversent le climat. Donc on assiste à des solutions à des revendications qui ne sont plus modernes, qui ne sont plus réellement dans la modernité. La crise centrale, c'est la crise du développement. Donc du coup, on va se tourner vers, comme les sommets de Cochabamba sur la justice climatique, par exemple, où on a vu des mouvements d'ONG se tourner vers une alliance avec les peuples indigènes, les peuples autochtones, vers des modèles de société, des modèles de vivre ensemble, des modèles de civilisation qui ne sont plus exactement dans la modernité. Et tout ça, finalement, rejoint toutes les analyses depuis 20 ou 30 ans sur la post-modernité, la post-industrialisation, qui étaient encore des débats d'intellectuels, mais qui aujourd'hui deviennent plus présents dans la société. Merci Fabrice Flippo. Merci.